Bienvenue dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée au Bénin. Le dossier du jour s'intéressera au climat des affaires et au sommaire également de cette émission. À Madagascar, les députés ont voté la destitution du président. Au Burundi, la communauté d'Afrique de l'Est a convoqué un nouveau sommet pour résoudre la crise politique qui se dessine actuellement dans le pays. Et puis nous verrons également que la présidente centrafricaine de la transition, Catherine Samba-Panza, était à Paris. Ce mercredi, elle a été reçue par le président français, François Hollande. Et puis enfin, focus sur le fonds sud-africain Pembani Remgro qui entend lever 345 millions de dollars pour les infrastructures, mais aussi l'électricité sur le continent africain. Et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invité est consultant financier, Erika Deschamps. Bienvenue. Merci, bonjour Amira. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, merci d'être avec nous. Bonsoir Amira, bonsoir à tous nos téléspectateurs et heureux d'être avec vous sur le plateau. Et Daouda Tal. Daouda, bienvenue. Merci Amira, c'est un plaisir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et tout de suite, c'est l'info du jour. C'est un retournement de situation pour le moins inattendu à Madagascar. Les députés ont en effet voté dans la nuit du 26 au 27 mai la destitution de leur chef d'État. La décision d'évincer ou non le président Heri Rajaonarimampianine se trouve actuellement entre les mains de la Haute Cour constitutionnelle. On fait le point avec ce sujet d'Arwa Barkala. Le président Eradzounamampian destitué par ses députés. Les élus reprochent au chef de l'État malgache d'être incompétent ainsi que d'avoir violé la Constitution. Pour eux, la destitution votée ce mardi 26 mai par la Chambre des députés à 121 voix sur 155 permettra d'éviter une nouvelle crise à la Grande Île. Un camouflet pour le président Eradzounamampian, déjà très isolé sur la scène politique depuis plusieurs mois. Cette situation dure depuis plus de 6 mois maintenant. On joue un peu à qui perd gagne. Il y a eu beaucoup de corruption au sein de la classe politique malgache pour faire voter cette motion de défiance à l'égard du président actuel, mais qui a, semble-t-il, cette fois-ci sous-estimé la volonté des députés vraiment d'aller jusqu'au bout. Le vote de la déchéance du président malgache s'est déroulé dans un climat particulièrement tendu. À l'origine de la colère des députés, les assises nationales pour la réconciliation où aucun élu n'a été convié sur les 2000 participants. Il y avait été question de la dissolution de l'Assemblée nationale et selon certains observateurs, ce vote est un réflexe de protection de la part des députés. La décision finale revient donc maintenant à la Haute Cour constitutionnelle qui doit valider ou invalider cette proposition. Dans le premier cas, le président de la République est destitué et donc sera remplacé, à défaut, par une direction collégiale du pays par les membres du gouvernement, car le Sénat n'existe pas encore. Soit, entre-temps, le président de la République décide, et il en a le pouvoir, de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui entraînerait l'organisation de nouveaux scrutins législatifs dans les 60 jours à venir. 1 an et demi après son élection, le président de l'État insulaire risque de laisser un pays acculé par un secteur du tourisme qui peine à redémarrer, balayé par plusieurs cyclones, avec une économie en berne et minée par la corruption. Jean-Marie, est-ce qu'on pouvait s'y attendre à cette décision des députés de destituer le président ? Amira, c'est une décision à laquelle on pouvait s'attendre tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il faut se rappeler que le président a été élu sans avoir derrière lui un parti politique. Donc, dès cet instant-là, on pouvait s'imaginer qu'il y aurait une instabilité qui s'installerait dans la mesure où les députés élus à l'Assemblée nationale, le président en place n'a pratiquement aucune force qui le représente. Donc à partir de cet instant-là, le départ, de mon point de vue, était déjà relativement instable par rapport à la situation future à venir, d'autant plus que les anciens présidents sont là. Vous avez Rajolumana, vous avez Ravalomanana, qui en même temps, ils sont, si vous voulez, en embuscade pour pouvoir prendre la place du président actuel qui a été élu. Donc c'est une situation qui était pratiquement envisageable. Alors, Daoud, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les députés ont agi plus vite que le président, parce que lors des assises nationales auxquelles il n'avait pas été invité, il avait été prévu de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, familièrement, ils ont un peu dégainé plus rapidement que le président. Oui, Amira, et c'est ce qui est reproché au président, justement, d'avoir pas agi vite, apparemment. Mais cette histoire est assez compliquée. Moi, je trouve que la scène politique malgache est très complexe, parce que
parce que quand même, même si le président n'avait pas de parti au moment des législatives, bon, le Parlement semblait accepter son élection. Ce qu'il faut comprendre à ce niveau, c'est que les deux anciens présidents avaient chacun son candidat. Pour revenir un petit peu en arrière sur l'élection, parce qu'Andry Rajoelina avait son candidat, qui est le président actuel. Marc Ravalomanan, qui a été chassé du pouvoir en 2009, avait aussi son candidat qui s'était opposé au président actuel, donc M. Robinson. Donc partant de là, le jeu était assez complexe. Et ce qui est d'autant plus complexe, c'est que le président actuel, quelques députés, notamment le président actuel de l'Assemblée nationale, étaient quand même soutenus par la mouvance présidentielle. Et aujourd'hui, c'est cette Assemblée nationale qui se retourne contre le président. Mais je pense que, si on peut le dire ainsi, l'erreur, entre guillemets, fatale qu'a de la part de l'exécutif, en tout cas, ça a été d'accepter de dissoudre l'Assemblée nationale, bon, sur le papier, alors même que le Parlement n'avait pas été saisi et des députés ont justement dit qu'ils n'avaient pas participé à ces assises de réconciliation, qui semble-t-il une bonne chose. Mais il y avait pas loin de 2000 personnes. Cependant, les députés n'approuvent pas les conclusions. Donc ça, c'est assez complexe. Espérons que la situation puisse trouver une issue, en tout cas. Oui, parce que Jean-Marie, même si la Haute Cour constitutionnelle invalide cette destitution votée par les parlementaires, cet événement prouve que le président n'a jamais fait l'unanimité auprès des politiciens de la Grande Île. Tout à fait, parce que c'est une situation, Amira, qui nous dirige vers une instabilité certaine. Qui est redoutée pour la Grande Île, qui est en train un peu de revenir sur la scène internationale. Dans la mesure où on se disait que bon, les choses se sont un peu stabilisées dans l'environnement politique malgache, mais malheureusement, vous avez toujours, comme Daouda vient de le dire, c'est assez complexe dans la mesure où vous avez des accords, si vous voulez, qui ne sont pas visibles par rapport, si vous voulez, à... Quand on fait une analyse de la scène internationale malgache, les choses ne sont pas, c'est-à-dire on ne saisit pas la réalité tout de suite au premier abord. Dans la mesure où vous avez, à chaque fois que vous avez un mouvement qui se passe sur la scène politique malgache, vous avez toujours les anciens présidents qui sont derrière et qui sont là. Et le problème qui se pose aussi dans cet environnement politique-là, c'est que les anciens présidents ne veulent jamais laisser le pouvoir. Chacun, c'est-à-dire, ils ont toujours pour ambition de revenir au pouvoir. Donc, à partir de là, ça déstabilise même la scène. Et ces gens-là, on peut imaginer qu'ils soient les instigateurs, si vous voulez, des actions qui sont posées. Bien que d'un autre côté, on sait très bien que l'Assemblée nationale reproche au président de la République d'avoir violé certaines règles constitutionnelles. Parce que cette participation, si vous voulez, aux fameuses assises écuméniques là, des églises, viole le principe de laïcité de la Constitution. Parce qu'il n'avait pas à assister, si vous voulez, des églises. La Constitution stipulant très bien qu'il y a le principe de laïcité. Donc il est violé à ce niveau-là. Donc à partir de là, on a estimé. Ensuite, on avait demandé, c'est-à-dire avant son élection, il était question qu'on crée, si vous voulez, une cour institutionnelle pour juger les présidents. Et cela fait pratiquement plus de 12 mois. Bon, cela n'a pas été fait. Donc si vous voulez, vous avez là-dessus des manœuvres politiciennes qui sont conjuguées au non-respect de la Constitution en tant que telle, des articles qui sont vraiment là réellement. Donc, comme on l'a entendu dans le reportage, il est fort possible que le président de la République puisse décider de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais quid maintenant, n'ayant pas un parti fort derrière lui, bon, qu'est-ce que ça donnera? La peur que nous pouvons avoir là-dessus, c'est que ça installe une certaine instabilité sur la scène politique. Et nouvelle réunion des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est prévue pour ce dimanche 31 mai en Tanzanie sur la question du Burundi. Alors que les mouvements de protestation ne faiblissent pas, le président Pierre Nkurunziza paraît déterminé à maintenir sa candidature au risque de se retrouver banni de la scène internationale. On fait le point avec Jean-Célestin Njangé et Ibrahim Ndiaye. Les dirigeants des pays de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, se réuniront dimanche 31 mai à Dar es Salaam en Tanzanie pour un sommet sur la crise politique déclenchée après l'annonce de la candidature du président burundais Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. L'information a été rendue officielle ce mardi. Mais pour le porte-parole de la présidence du Burundi, il est important que les pays de la sous-région se réunissent pour tenter de trouver une solution de sortie de crise. Si les chefs d'État de la région se réunissent, ce n'est que normal, parce que le Burundi fait partie de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. S'il y a un sommet qui est programmé et qui se tient, ce n'est que normal, donc ce n'est que
positif et le gouvernement du Burundi accueille cela favorablement. Le précédent sommet organisé à Dar es Salaam sur la question burundaise le 13 mai dernier avait débouché sur un échec 2 jours plus tard. Des généraux burundais avaient profité de l'absence du pays du président Nkurunziza pour annoncer le 13 mai un coup d'État. Reste que pour de nombreux analystes, c'est au sein de la communauté est-africaine que le Burundi peut retrouver la paix et la sérénité. Effectivement, il se pourrait qu'il y ait un sommet qui est organisé à la fin de ce mois en Tanzanie, justement pour pencher sur la question du Burundi. Là, je pense que c'est vraiment un sommet qui est attendu par beaucoup de Burundais, plusieurs Burundais, étant donné que le Burundi est membre de la communauté est-africaine depuis 2007. Donc, c'est vraiment normal que s'il y a un problème dans un pays, donc partenaire, que les pays se penchent et puis essaient de se rencontrer justement pour échanger et pour trouver une issue sur un problème donné dans une partie de la communauté. Pierre Nkurunziza, élu en 2005 et réélu en 2010, a été désigné candidat à la présidentielle du 26 juin par son parti, le CNDD-FDD, le 25 avril. Le lendemain, des manifestations d'opposants à ce 3e mandat ont commencé. Les putschistes s'étaient appuyés sur ce mouvement populaire pour justifier leur tentative de coup d'État, reprochant au président Nkurunziza de se représenter au mépris de son peuple et des accords d'Arusha. Alors Daouda, on se rappelle de la première réunion, de quelle façon elle s'était soldée par un échec, puisque c'est à ce moment-là qu'avait eu lieu le coup d'État. Effectivement, c'est à ce moment-là qu'avait eu lieu le coup d'État. Maintenant, il y a une deuxième tentative. Apparemment, les pays de la zone ont en tout cas annoncé qu'ils seront là, que ce soit le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, etc. L'inconnu dans l'équation, c'est le président Pierre Nkurunziza. Donc, on ne sait pas, mais apparemment, soit il y aura une représentation, soit lui-même. Je ne sais pas s'il va risquer de s'absenter à nouveau par rapport à ce qui s'était passé, mais je pense que là, aujourd'hui, il a une maîtrise de la situation telle que il ne me semble pas y avoir un blocage majeur à ce qu'il se déplace, parce qu'il faut quand même une issue, soit un report des élections, soit faire abdiquer le président vis-à-vis du 3e mandat qu'il souhaite, parce qu'aujourd'hui, la situation est assez compliquée, il y a eu une trentaine de victimes en 1 mois. Là, on sait bien que personne ne va céder, ni l'opposition, ni le président, ça paraît clair. C'est le statu quo, mais il y a toujours un brin d'espoir qu'il faut avoir dans la chose. Malheureusement, je crois que ça va quand même être assez compliqué. Maintenant, la communauté internationale fait son maximum. Il faut vraiment que le président recule pour l'intérêt de son peuple, parce que sinon, la situation va s'empirer. Mais quand on a l'armée avec soi, l'état-major de l'armée, quand on a la police, quand on a des jeunes militants qui vous soutiennent et qui sont prêts à en découdre avec les manifestants, c'est quand même assez compliqué. Il est un certain nombre de choses le confortent dans sa position à l'échelle locale. Maintenant, faut vraiment une issue et c'est lui le principal responsable. Alors, Jean-Marie, une autre crainte, c'est que Pierre Nkurunziza soit élu et que la communauté internationale, qui n'était pas favorable à sa candidature, abandonne le Burundi. Parce qu'il faut le rappeler, la Belgique menace de couper son aide au Burundi si le président est élu, et l'Union européenne réfléchit également à une modification de sa coopération. Or, le 50% du budget national provient de l'aide internationale. Ça serait un drame pour le Burundi s'il était abandonné par la communauté internationale. Effectivement, comme vous le dites, Amira, c'est une situation qui est assez compliquée et très très risquée dans la mesure où c'est une fuite en avant du président actuel, dans la mesure où il sait très bien que toute la communauté internationale, pratiquement de manière unanime, est contre sa présentation à un 3e mandat. Je ne sais pas où est-ce que ça va déboucher par rapport au développement que Daouda vient de faire là tout à l'heure. C'est une situation qui est assez inquiétante par rapport au pays, dans la mesure où on sait que le Burundi vit pratiquement de l'aide extérieure. Donc dès l'instant que c'était des aides extérieures-là, le président aurait beau être réélu à nouveau, mais comment va vivre le pays? Dans quelles conditions vont vivre les populations dans ça? Et il y a un risque aussi. Le risque suivant, c'est qu'il peut bien être élu, mais ça voudrait dire que par la suite, il risque d'avoir, une certaine répression dans la mesure où l'opposition n'a pas envie de laisser tomber, c'est-à-dire cette affaire-là, à savoir que le président ne doit pas être réélu. C'est quand même une violation dramatique des accords d'Arusha. D'autant plus que le président était au courant de ces accords-là. Donc ces accords-là, on en discute, c'est un sujet qu'on a eu le temps d'aborder sur ce plateau à maintes reprises. Ce n'est pas
si vous voulez, le nombre, ce sont plutôt le nombre de mandats qu'on a effectués et pas la manière dont on a été élu. C'est pas le scrutin que ce soit un scrutin au suffrage universel direct ou indirect ou une désignation par le Parlement. C'est le nombre de mandats qui compte là-dessus. Donc c'est vraiment une situation qui est dramatique pour le Burundi et j'espère bien que le président quand même va reculer là-dessus. Parce que quand vous avez toute la communauté internationale à dos, plus, bon, là, il va se présenter avec ses pairs, c'est-à-dire au niveau régional. Mais qu'est-ce que ça donnera par la suite? Ces gens-là vont lui tourner le dos parce que vous aurez des pressions internationales qui ne s'arrêteront pas. Même si vous avez des pays voisins qui auront envie de l'aider, la communauté internationale fera pression sur ces pays-là. Et vu les marges de manœuvre généralement de nos pays africains, bon, c'est vraiment à craindre une catastrophe pour le Burundi à ce niveau-là. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.